Bonjour. Et ben voilà. Allez-y. Après, je poserai quelques petites questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. On pourra lui la poser tout à l'heure. Allez-y, Sandra. Super. Je vois pas bien, mais je sais pas si c'est OK. Parfait. Parfait. Effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui est pas un scoop, hein, le fait que notre planète ne va pas très, très bien. Et quand on parle de sa préservation, souvent le sujet majeur qui revient, c'est effectivement la consommation d'énergie et en particulier la consommation d'électricité. Alors, dans un monde où finalement les alternatives pour produire de l'électricité qui sont dites vertes et où il y a aussi beaucoup d'inégalités en termes de mix énergétique et de leur impact sur la planète est finalement très variable de pays en pays, on oublie souvent une des faces immergées de l'iceberg. C'est qu'un produit, en fait, avant d'être consommé, il a une première vie. Le début de cette vie, qui est sa phase de production, elle consiste à extraire des matières premières, à les transformer. Et elle est responsable de plus de 80% de la disparition de la biodiversité et de la pollution des eaux. Alors oui, on a tous conscience qu'il faut consommer moins d'électricité, mais on doit aller bien plus loin que ça aujourd'hui pour changer les choses. On doit changer nos manières de consommer et on doit remettre en question aussi nos manières de produire pour freiner notre impact sur la planète. Alors l'industrie de la lumière, ça échappe pas à cette règle puisque nos ampoules, même s'il y a eu effectivement beaucoup de progrès qui ont été faits sur la consommation électrique avec les LED, aujourd'hui, elles ont été fabriquées dans des conditions extrêmement polluantes, à partir de ressources qui sont limitées, souvent des métaux rares, et elles ont du coup un impact direct sur la biodiversité pendant qu'elles sont en marche également. Et puis finalement, on ne sait pas comment recycler leurs composants. Alors tout ça, ça paraît hyper fataliste. Mais du coup, la question, c'est de se dire comment on fait. Est-ce qu'on éteint la lumière? Alors, la lumière, c'est un besoin universel. C'est aussi un des premiers facteurs de développement économique. Et nos sociétés vivent plus à l'heure du soleil, malheureusement. Et donc, la lumière joue vraiment un rôle essentiel pour rendre nos villes plus attractives et nous donner une vraie bonne qualité de vie. Donc, chez Glowy, ce qu'on fait, une proposition toute simple, hein, c'est simplement d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux parce que ça fait plus de 3,8 milliards d'années que la nature, elle sait produire de la lumière de manière biologique et que nous, en parallèle, on a développé dans les quelques dizaines de dernières années des outils en biotechnologie notamment qui nous permettent de reproduire ce phénomène et donc de cultiver notre propre lumière biosourcée et biodégradable sur ce modèle donc, qui est appelé la bioluminescence qui existe chez les lucioles, chez les champignons, chez les vers luisants, mais aussi chez plus de 80% des animaux marins. Alors du coup, nous, on a foncé. Hein. Ça fait 7 ans maintenant que notre moteur, c'est vraiment de transformer cette industrie de la lumière pour la basculer dans la bioéconomie. Aujourd'hui, Glowy, c'est vraiment une technologie qui est brevetée, qui est capable de produire de la bioluminescence en continu, grâce notamment à des bactéries marines qui vivent traditionnellement en symbiose chez des calamars ou chez des poissons. Et donc nous, on les cultive, on les améliore et on en fait des produits pour éclairer de manière biologique. Alors, où on en est aujourd'hui de cette lumière-là On l'a testée et validée en intérieur d'abord, à travers des expériences de relaxation inédites, parce qu'on a aussi découvert que cette lumière avait des facultés en termes d'apaisement qui étaient extraordinaires. Et puis cette année, on a testé sa compatibilité avec le monde de la ville, puisque c'est bien là où on compte installer, en faisant quelques tests en extérieur, dans la ville de Sens d'abord, et puis dans la ville de Rambouillet, avec qui on a signé un premier contrat de marché public. Et donc en 2022, on est en train de préparer le premier projet pilote de mobilier urbain bioluminescent avec la ville de Rambouillet. Et en parallèle de ça, on travaille sur plus de 50 projets d'aménagement dans toute la France. Alors, vous devez vous demander un peu comment j'en suis arrivée là, finalement, à cultiver de la lumière. Et la partie la plus intéressante de cette histoire, c'est que moi, j'y connaissais rien du tout, ni à la bioluminescence, ni à la biologie, ni au monde du travail. En fait, en 2013, j'étais étudiante en école de design, juste à côté, à Strat, et j'ai participé à un concours sur le thème de la biologie. Et puis, j'étais sûrement très naïve, mais aussi très, très optimiste. Et je me suis dit que si ces poissons étaient capables de faire de la lumière biologique et que nous, on avait les technologies pour le reproduire, eh bien, c'était finalement une évidence, en tout cas pour moi, et une bonne réponse à donner pour combler à la fois le besoin universel de lumière et les problématiques environnementales qu'elle induit. Ce qui est intéressant avec ce monde de la lumière, c'est que c'est pas juste une question de performance technique, la lumière, c'est bien plus que ça. C'est un sujet de biodiversité, de convivialité, de sécurité, d'attractivité et encore des identités et de l'esthétique des espaces qu'on occupe finalement de nos villes. Et la bioluminescence, elle est vraiment à la croisée de tout cela. Elle offre une excuse qui est parfaite finalement pour dessiner une nouvelle philosophie de lumière, pour mettre en valeur nos villes dans le respect de la planète comme des citoyens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sur le développement d'une gamme de mobilier urbain qui va dans ce sens.
Alors demain, Glowy, ce sera une alternative durable pour ramener la nature en ville. Une réponse qui sera tellement évidente, mais en même temps tellement en rupture avec nos pratiques actuelles, qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ne plus continuer à faire des progrès sur cette technologie, et que même si c'est long pour la développer parce qu'on fait de la biotechnologie, on approche aujourd'hui de performances qui sont incroyables et qui commencent à rentrer vraiment en compétition avec nos systèmes actuels. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il est vraiment temps de transformer les industries pour qu'elles s'adaptent à notre planète, et non pas d'essayer de transformer la planète pour s'adapter à nos industries. Et puis surtout, on est probablement la dernière génération à pouvoir agir dans le bon sens pour cette planète. Alors, prière à ceux qui pensent que c'est impossible de ne pas déranger ceux qui essaient. Merci. Bravo. Eh oui. Donc là, c'est déjà parti, si j'ai bien compris. Donc vous avez déjà une cinquantaine de villes. C'est-à-dire qu'au JO 2024, on peut imaginer certaines choses avec une lumière qui fonctionne même à la pénombre ou en pleine nuit, sans problème. J'espère, en tout cas, on a également des projets dans le cadre d'ailleurs des Jeux Olympiques, et on a nos premiers contrats de déploiement qui sont pour 2024, donc j'espère bien qu'on pourra profiter de cette lumière. Et sur ce que vous venez de dire, c'est une lumière qui n'est pas dépendante, comme peut être la phosphorescence ou la fluorescence, de la lumière extérieure. Donc elle peut faire de la lumière en continu finalement, puisque c'est une réaction qui est biochimique et qui fait vraiment partie du vivant, de ces bactéries. Tant qu'elles vivent, elles vont produire de la lumière en fait. Et est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à tirer l'énergie de ce processus pour en faire autre chose? Alors l'énergie, c'est vraiment de l'énergie lumineuse. C'est un photon en fait qui est produit. Il n'y a pas de chaleur qui se dégage, ce qui est aussi un avantage sur le monde de la lumière. Donc l'énergie finalement, c'est vraiment sous forme d'énergie lumineuse, sous forme de photon. Par contre, on peut réutiliser cette matière première qui est organique, qui est très riche, pour faire du fertilisant, par exemple. On sait même que nos bactéries produisent, quand elles sont sous-alimentées, des composants qui pourraient fabriquer du bioplastique. Donc après, on peut imaginer plein de choses en termes de revalorisation, par exemple. Super. Une question? Quelqu'un veut poser une question? N'hésitez pas. Hein? Non? Pardon? Ben voilà, j'arrive. Allez-y. Bonjour. Ça ressemble à des gros aquariums, donc j'ai une question candide. Est-ce que ça nécessite un entretien et une alimentation, si c'est un terme adapté? Vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Donc, est-ce que ça demande une alimentation? Ça fonctionne exactement comme un aquarium. C'est effectivement du vivant, donc ça change complètement le rapport qu'on a à nos systèmes de lumière et puis potentiellement à d'autres systèmes qui s'inspireront du vivant plus tard dans d'autres domaines. Et donc l'entretien consiste effectivement à ramener des nutriments qui s'apparentent en fait à de l'eau de mer. Donc le système est connecté au réseau d'eau et nous on vient apporter un concentré de nutriments qui vient se mélanger au fur et à mesure pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait tout le temps des nouvelles bactéries qui soient capables de faire de la lumière. Et ça, c'est toute l'intelligence qu'il y a derrière les systèmes qu'on développe. Qui font que ça permet de réguler en permanence la croissance des bactéries pour pouvoir faire de la lumière en continu. Super. D'autres questions? Eh bien oui, voilà. Lui, il y a toujours des questions, François. Bonjour Sandra, François. Petite question, qu'est-ce que tu penses de déployer ton système demain à Meudon dans le parc de l'Observatoire? C'est une bonne idée ou pas? Avec grand plaisir pour en discuter. Nous, on est en recherche vraiment de cas concrets. Comme on est vraiment sur un projet en rupture avec ce qui existe, plus on va avoir de cas concrets et d'usage client, plus on va pouvoir développer des bons produits. Et tout ce qui est parc et jardin est évidemment un sujet très intéressant parce qu'on s'attaque aussi avec la naissance à un sujet qui est grave, qui est la pollution lumineuse et l'impact que la lumière a sur la biodiversité, qui est évidemment d'autant plus important dans les espaces verts. Donc avec grand plaisir pour en discuter. Mais ça ne peut jamais s'éteindre une fois que c'est placé. Ça peut s'éteindre en fait. Ah bon, ça peut s'éteindre. Ça peut s'éteindre. En fait, pour faire de la lumière dans la réaction biochimique, il y a un apport d'oxygène, donc il y a de l'air en fait à l'intérieur. Et si on éteint cet apport d'air, on éteint la lumière. On a aussi un bioprocédé un peu spécifique qui régule en fait la culture en fonction du jour et de la nuit. Et donc il y a certaines heures du jour, par exemple, où on n'aura pas forcément de lumière. Ouais, c'est super. Hein. Bravo en tout cas, parce que Sandra, bon, l'école de Strat Design, c'est pas une école d'ingénieur, ni en biochimie, ni en traitement spécifique dans le domaine où vous êtes, mais bravo, parce que c'est assez innovant. Et je sais pas combien d'argent il faut pour que ça se développe. Je crois que vous avez des financiers qui vous soutiennent. En tout cas. Oui, tout à fait, pardon. On a levé des fonds et notamment on a un gros soutien par la Commission européenne. Et on ouvre aussi régulièrement, c'est ouvert d'ailleurs en ce moment, notre capital à tous les citoyens qui peuvent investir à partir de 100 € pour participer au développement de la technologie. Bon, et c'est pour bientôt votre nouvelle arrivée, non?
Pas tout de suite. Dans quelques semaines, ouais. Non, parce qu'elle parle vite, donc ça va aussi vite que... Merci Sandra, en tout cas. Merci beaucoup. C'est bon. On peut l'applaudir, absolument.